Voilà 3 jours que je me suis attaquée au bazar du garage. 3 jours que je fouille, nettoie, range et trie toutes ces choses restées des années ensevelies. La date du déménagement approche. C'est samedi que le camion vient et tout est prêt à partir, hormis le contenu du garage. J'ai défini 3 périmètres. D'un côté, ce que je garde, de l'autre, ce que je jette. Et au milieu, les objets pour lesquels je n'arrive pas à me décider, comme ce morceau de plastique que j'ai exhumé hier. Aussitôt, je t'ai revu poursuivant ce bal noir et dur que le vent déportait sur la plage et avec lequel tout un été tu as voulu dormir. Tu t'en souviens? Si tu avais été là, tu m'aurais sûrement dit « Jette-le, maman, c'est ridicule de garder un vieux ballon crevé. » Tu aurais peut-être ajouté que les souvenirs sont pour les vieux, comme les chiens, avec ce ton catégorique que tu prends pour exprimer tes opinions qui sont toutes des certitudes. Moi aussi, j'étais comme ça à 20 ans. Mais tu n'es pas là. À croire que quitter cette maison ne te fait ni chaud ni froid. Pourtant, c'est là où tu as grandi. 17 ans, ce n'est pas rien. Tu aurais pu venir ne serait-ce que pour m'aider, t'occuper au moins de tes affaires. Mais non. Cela fait des mois que je n'ai aucune nouvelle. Ce matin, j'ai encore essayé de t'appeler. Et mon cœur s'est serré de tomber à nouveau sur ton répondeur. J'ai pris un ton détaché, dissimulant mon inquiétude, pour te demander de ce que je devais faire de ton ancien scooter, te dire que le déménagement approchait, que cela me ferait plaisir de te voir, alors qu'au fond, je n'avais qu'une seule envie, te supplier de simplement me donner un signe de vie. L'appartement où je vais n'est pas grand et la cave non plus. Je ne peux pas tout emporter et ça n'est pas facile de décider seul du sort de nos affaires. Mais je dois bien avouer que depuis 3 jours, je prends plaisir à replonger dans les souvenirs. Quand je me suis assise tout à l'heure, aussitôt j'ai su que c'est à toi que je voulais écrire. Mais moi qui remplis si facilement des pages d'habitude, au point de toujours devoir couper mes articles pour qu'ils tiennent dans les colonnes du journal, voilà que je tâtonne, zigzag, cherche mes mots, et je réalise qu'il est moins facile de parler de soi que de raconter un fait divers. J'ai mis la table de la cuisine devant la fenêtre pour être face au jardin. Il fait encore jour malgré l'heure tardive. La lumière danse entre les feuilles qu'une légère brise agite. Après tout ce temps, j'avais presque oublié que nous étions locataires et qu'un jour, on pourrait nous demander de nous en aller. La réception du préavis m'a fait un choc et puis je me suis faite à l'idée. Avec les meubles, les tapis, les objets, je reconstituerai dans le nouvel appartement l'atmosphère de la maison. On peut toujours emporter son intérieur, partout le recomposer comme un décor de théâtre, mais pas le dehors. La vue va rester là, et les odeurs aussi. Le jardin va me manquer. Je ne sais pas ce que les acheteurs feront du potager. Je préfère ne pas savoir. Quand je serai partie, je n'y penserai plus, je ne pense jamais au passé. C'est peut-être pour ça que j'ai tant différé le moment de me confronter au carton du garage et que la trouvaille de tout à l'heure a été si brutale. C'est de ça dont je veux te parler. D'une carte postale qui m'a fait dévaler 30 ans comme 1000 mètres dans le vide.
Maintenant que j'y repense, je me revois la fourrée dans ma poche de blouson, une parka vert kaki que je portais l'année de la mort de maman. Je l'avais complètement oubliée. J'ai écrit maman sans y penser. C'est le mot qui est venu. Pourtant, je ne l'ai jamais évoqué autrement qu'en pensant ma mère. Ce mot un peu froid comme une mise à distance alors que maman est plus affectueuse. Mais affectueuse, elle ne l'a jamais été. Enfant, elle me faisait peur et adolescente, je l'ai détestée. Tu ne l'as pas connue, elle est morte bien avant ta naissance. J'étais à peine plus âgée que toi aujourd'hui. J'avais 23 ans. Je ne sais pas combien de temps je suis restée figée, debout, dans le garage, la carte postale à la main. Soudain, je n'avais plus 52 ans. J'étais à nouveau une jeune fille, maigre, débarquant dans un petit village des Alpes, où je ne connaissais personne, avec dans mon sac à dos une lettre, cette lettre que je viens de retrouver dans la même pile de papier que la carte postale. A disparu en revanche l'enveloppe plus grande, marron, que mon père m'a donnée quelques mois après la mort de maman. Il l'avait trouvée dans ses affaires en rangeant. Peut-être a-t-il pensé qu'il ne s'agissait que de documents administratifs. Moi, j'ai tout de suite senti que ce qu'elle contenait n'était pas anodin. À l'époque, j'habitais l'île, une toute petite piaule sous les toits. J'ai attendu d'être rentrée chez moi pour l'ouvrir et je me souviens qu'en arrivant, je n'ai pas décacheté l'enveloppe aussitôt. Je me suis préparé un café. J'essayais de ne pas y penser, mais je sentais l'enveloppe dans mon dos comme une présence impossible à ignorer. Je reconnaissais l'écriture de ma mère qui avait tracé à l'encre mon prénom. Je résistais car je savais qu'une fois l'enveloppe ouverte, il n'y aurait plus moyen de revenir en arrière. Ce que j'allais y trouver, je ne pourrais pas y répondre. En mourant, elle était devenue inattaquable. Puis la curiosité l'a emportée. J'ai ouvert la grande enveloppe et vidé son contenu sur la table. Elle contenait une vieille brochure touristique, une autre enveloppe plus petite et 3 photographies. Je ne la reconnais pas tout de suite. Mais c'est ma mère sur les photos. Sur 2 des images, on ne discerne pas ses yeux, seulement son grand front clair, son allure générale et sa hâte de se relever. Mais sur la 3e, la pose est plus complice. Elle sourit franchement. Adossée à une barrière, elle offre son corps à celui qui la photographie. On distingue ses petits seins ronds dans les plis du pull et le point blanc d'un médaillon. Elle a des jambes d'écolière et une expression épanouie que je ne lui ai jamais vue. Ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu de photo de ma mère avant celle de son mariage. Avant ses 33 ans, rien. Comme si elle n'avait pas existé. Tout à coup, je découvrais son visage de jeune fille que j'ai fixé jusqu'à en oublier le paysage grandiose devant lequel elle se tient. Ces pics de montagne au bord affûté que je n'ai regardé qu'après, dans un second temps. Et puis j'ai ouvert la petite enveloppe. Elle contenait une feuille que j'ai dépliée nerveusement. La lettre commençait par « Ma chérie ». Qui était cette personne qui avait écrit ça? Et à qui s'adressait-elle? Ce n'était pas ma mère, et ce n'était pas à moi. Elle ne m'avait jamais appelé ainsi. Je me rappelle encore de la colère qui m'a envahi, j'ai bien failli déchirer la feuille, au lieu de ça, je suis sortie. J'avais besoin de shooter dans quelque chose. J'ai terminé plus tard de lire cette lettre où elle me raconte qu'à 20 ans, elle est tombée enceinte d'un homme marié. Elle travaillait alors comme infirmière dans un sanatorium, et lui séjournait dans l'établissement. À l'époque, l'avortement est illégal. Elle tente de trouver quelqu'un qui acceptera de le faire clandestinement, mais le médecin auquel elle se confie refuse et lui propose à la place de garder l'enfant et de le faire passer pour celui de sa femme qui ne peut pas en avoir. Un adoptement, en quelque sorte, mais en cachette, dont personne ne saurait jamais rien. Acculés par le temps et l'absence d'options, ils finissent par accepter la proposition du médecin. Ma mère passera une partie de sa grossesse dans leur chalet en Suisse, à l'abri des regards, et quand le bébé naîtra, ils le prendront. C'était un garçon.
Dans sa lettre, elle me dit la souffrance que ça a été de ne pas avoir pu le tenir dans ses bras, ne serait-ce qu'un instant, le voir, lui dire quelques mots. Je me rappelle par cœur ces phrases. Et j'éprouve encore de la douleur que j'ai ressentie ce soir-là, en y lisant une douceur et un amour qu'elle ne m'avait jamais manifesté. J'avais 23 ans, ma mère était morte depuis quelques mois, et j'apprenais que j'avais un demi-frère, quelque part, de 10 ans, mon aîné. La lettre n'était pas datée. Je ne sais pas quand elle l'a écrite. Si elle pensait me la donner un jour ou la détruire, je ne le saurais jamais. Avec la lettre et les photos, il y avait un dépliant publicitaire pour le sanatorium et une carte de la région. Quelques jours plus tard, je décide d'aller là-bas. Je ne sais pas ce que j'espère y trouver. Ce n'est pas réfléchi. J'étais comme ça, impulsive. Mon père, ton grand-père, m'appelait son bélier. Au fond, tu me ressemblais beaucoup. Cela me sidère d'avoir oublié que j'étais si intrépide, et qu'à moi non plus on ne pouvait rien dire. Si je m'en étais souvenu, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais su te parler et ne redouterais pas, quand les téléphones sonnent, que ce soit la police ou l'hôpital qui m'appelle. Comme c'est arrivé pour ton père, le soir de son accident. J'aurais dû te parler de lui. J'aurais dû te parler de lui. Je m'en rends compte à présent. Je me disais qu'un père flou te manquerait moins. Et pour ne pas souligner son absence, je suis restée vague à son sujet, essayant de faire de nous un duo, ce que nous n'avons jamais été. Il a toujours été là avec nous, puis entre nous. Tantôt bouclier ou arme, dont tu t'es souvent servi contre moi. Je pensais te protéger, mais ne pas en parler n'a fait qu'attiser ton imagination. Tu l'as recréé à partir de détails, façonnant un modèle dont tu t'es très vite réclamé. C'est d'ailleurs troublant de le retrouver à travers toi de manière fugace et pourtant si vite, dans un geste ou une expression. Quand je découvre cette lettre, je n'ai pas encore rencontré ton père. Je vis seule. Et je pars seule, en stop, sans rien dire à personne, avec juste quelques affaires dans un sac à dos. J'ai mis 3 jours pour atteindre les Alpes. Je me souviens encore de la station essence dans laquelle j'ai passé la nuit à attendre le réveil des routiers, en buvant des cafés bouillants dans des gobelets en plastique qui me brûlaient les mains. Je me souviens aussi de la découverte des montagnes. C'est une chose qu'on n'oublie pas. C'était si grand, si blanc, si beau. Bien plus impressionnant que sur les photos. J'ai été étonnée de voir le nom du village apparaître sur les panneaux, comme si je n'avais pas réellement cru à son existence. Qu'est-ce qu'il faisait froid. Je ne faisais pas la fière sur le bord de la route avec mon pouce levé. Heureusement, après qu'un camion m'a déposé à quelques kilomètres du village, je n'ai pas attendu longtemps avant qu'une voiture s'arrête à mon niveau. J'ai donné le nom du lieu et le conducteur m'a dit « C'est là que je vais, monte ». Il avait envie de discuter, mais je n'étais pas très loquace. Il m'a demandé ce que je venais faire dans le coin. J'ai répondu que je venais rejoindre de la famille et j'ai tourné la tête vers la fenêtre. De virage en virage, la route grimpait au milieu d'un décor enneigé. Et quand il m'a dit « C'est là », j'ai eu l'impression d'avoir atterri dans un monde farfelu. Des gens déambulaient en combinaisons multicolores,
Partout, il y avait des silhouettes emmitouflées avec des lunettes de soleil et des bonnets bariolés. Je n'avais pas réalisé que j'allais dans une station de ski. Les immeubles étaient cossus et les hôtels de beaux bâtiments anciens. J'ai vite compris que j'étais dans un endroit chic. Lorsque je suis sortie de la voiture, j'ai senti que je faisais tâche avec ma parka kaki, mon jean noir et ma figure défaite au milieu des skieurs bronzés en tenue fluo. J'ai pensé que je n'aurais jamais assez de sous pour me payer une chambre d'hôtel et je suis entrée dans un café pour réfléchir à ce que j'allais faire. J'ai choisi celui qui m'a paru le plus simple, à côté de la boucherie. L'endroit était sombre mais chaud. L'homme derrière le bar était trapu. Il avait des bras épais et des gestes économes. Tout le monde le hélait par son prénom. J'ai commandé un café et un sandwich et me suis assise dans un coin, à l'écart des hommes qui parlaient fort debout près du comptoir. Leurs vêtements étaient moins colorés que ceux des vacanciers. Ils portaient de gros pulls en laine et avaient la peau tannée de ceux qui passent leur temps dehors. Il y avait au mur des photos de montagnes et d'animaux. Je regardais tout ça avec curiosité en mordant dans ma baguette, quand subitement j'ai pensé « Peut-être que l'un d'eux est mon frère ?» Les battements de mon cœur se sont accélérés, je me suis mise à les dévisager. J'ai détaillé leurs traits en essayant de deviner leur âge, et puis j'ai eu peur. Peur de trouver des ressemblances et de le reconnaître. Alors je suis sortie. Je devais me mettre en quête d'un endroit où dormir, c'était le plus urgent. J'ai commencé à marcher vers la sortie du village où j'espérais qu'il y aurait des endroits plus abordables. Mes pieds étaient gelés. Bientôt, je me suis trouvée sur un pont qui surplombait un grand vide. J'étais en train de regarder par-dessus la rambarde quand j'ai senti une voiture s'arrêter à ma hauteur. Je me suis retournée et j'ai reconnu le conducteur. C'était l'automobiliste qui m'avait déposé un peu plus tôt. Il a baissé sa vitre et m'a demandé « Tu n'as pas vraiment de famille dans le coin, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. « Tu as un endroit où dormir ?» Je le regardais sans rien dire, suspicieuse et sur les défensives. « Si tu veux, tu peux venir dormir chez moi. La chambre de ma fille est libre. Elle fait ses études à Lyon. » D'un côté, j'avais froid et nulle part où aller. De l'autre, je me méfiais. Qui était ce type? Et pourquoi me proposait-il spontanément de m'héberger? Comme s'il avait lu dans mes pensées, il a ajouté « Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te sauter dessus, je n'habite pas seule, j'ai une femme, mais bon, c'est comme tu veux. » Il allait repartir quand j'ai répondu d'accord et je suis montée dans la voiture. Sur le chemin jusqu'à chez lui, il a eu le temps de me dire qu'il construisait des chalets, mais qu'avant ça, il avait pas mal vagabondé et devait une fière chandelle à quelques inconnus. Alors il comprenait. Je n'avais pas besoin de lui dire d'où je venais ou pourquoi j'étais là. Il expliquerait à sa femme. Il n'y aurait pas de problème. Il s'est garé dans une rue bordée de chalets et nous sommes entrés dans la maison. Il est allé rejoindre sa femme dans la cuisine pour lui parler à part et je suis restée dans le salon à attendre, mal à l'aise. Je n'étais pas habituée aux murs en bois, je me sentais oppressée. Puis ils sont revenus tous les deux. Il a dit à sa femme « Sylvia, je te présente Isabelle. »« Ok. Isabelle, on va te donner des draps, je vais te montrer ta chambre. » Il m'a accompagnée à l'étage et je l'ai suivi intimidée jusqu'à la chambre de sa fille. Il y avait de la moquette rose, des posters sur les murs et un bureau encombré. Voilà, fais comme chez toi, la salle de bain est au fond du couloir. Avant de me laisser, il a ajouté « Au fait, moi, c'est Joris. » Je m'étais promis de leur écrire. Je ne l'ai jamais fait. Après avoir pris une douche, je me suis allongée sous la couette doudue pour me reposer un instant, et quand je me suis réveillée, il faisait nuit. Joris m'a donné une clé pour que je puisse aller et venir, et une petite routine s'est installée. Ils faisaient leur vie, ne me demandaient rien. Parfois, le soir, je regardais la télévision avec eux. De temps en temps, je fumais une cigarette sur la terrasse avec Sylvia. Les jours suivants, je suis retournée au café. C'est vite devenu une habitude. Je me sentais moins incongrue là que parmi les vacanciers. Je lisais le journal à disposition, j'observais les gens et j'écoutais les conversations. Un matin, j'ai montré à Sylvia le dépliant du sanatorium où ma mère avait travaillé et lui ai demandé où c'était. Ce n'est pas loin, elle a dit.
C'est dans un grand parc un peu à l'écart de la ville, à 10 minutes d'ici en voiture. Sinon, on peut y accéder par un sentier qui part du centre, près de l'arrêt d'autocar. Mais peut-être qu'avec la neige, il n'est pas praticable. Il faudrait se renseigner à l'office. Je n'étais pas du genre à me renseigner. Le lendemain, j'ai trouvé le départ du chemin. Il y avait une pancarte à l'entrée indiquant « temporairement fermé » que j'ai ignoré. Et j'ai pénétré dans la forêt. Très vite, le tracé du sentier n'a plus été visible et bientôt, j'ai regretté de n'avoir pas tenu compte de l'interdiction. Il y avait d'énormes arbres renversés. Le bas de mon pantalon était trempé. Plusieurs fois, je me suis retrouvée enfoncée dans la neige jusqu'aux genoux. Heureusement, après peu de temps, j'ai distingué un bruit. Et je me suis souvenu qu'il y avait une cascade dans la propriété. Elle apparaissait sur la photo du dépliant. Je me suis mise à marcher en direction du son. À présent, c'est lui que je suivais. Il avait remplacé le sentier. Et puis, la cascade est apparue, haute et impressionnante. L'eau se déversait d'un point invisible au-dessus de l'escarpement et dégringolait sur plusieurs dizaines de mètres dans un violent fracas. J'ai du mal à croire que ces moments si longtemps chassés de mon esprit aient été conservés avec tant d'éclat après toutes ces années. Au bas de la cascade, un panneau en bois indiquait le sanatorium. Quelques centaines de mètres plus loin, j'ai débouché sur un vaste parc au fond duquel se dressait un bâtiment. J'y étais. C'était l'endroit où ma mère avait travaillé et aimé quand elle avait mon âge. Les lieux étaient moins impressionnants que sur la brochure, même en s'approchant. Près de l'allée de gravier qui menait à l'entrée, des panneaux photographiques montraient les différentes modifications qu'avait subies l'endroit. Et j'ai découvert que le bâtiment avait été presque complètement refait dans les années 70. J'ai essayé de l'imaginer là. Mais la seule chose que j'arrivais à me figurer, c'était une représentation stéréotypée d'infirmière, sans visage particulier, avec une grande blouse tombant à mi-mollet. J'avais les photos, la lettre, son récit, mais cela restait abstrait. Rien ne me disait qu'elle s'était trouvée là. Je ne ressentais rien. Ce périple, je ne l'ai raconté à personne. Ni l'histoire de ma mère d'ailleurs. Pas même à ton père. C'est la première fois. Je ne suis pas entrée. J'en avais vu suffisamment pour savoir qu'il n'y avait rien à voir, rien à apprendre ou à tirer de cet endroit. Son fantôme n'y était pas. Était-ce ce que j'étais venue chercher? Je ne sais plus comment je suis rentrée. Après ce jour-là, dont le souvenir est aussi précis qu'une miniature brodée, la suite est floue. J'ai une vision myope des journées que j'ai passées là-bas. Dans la maison, chacun vaquait à ses occupations. Nous nous croisions parfois dans le salon ou la cuisine, comme des résidents dans le hall d'un hôtel. Sylvia travaillait dans un magasin d'équipement de montagne. Personne n'était là pendant la journée. Je lisais, je grimouillais des dessins. Je crois que je passais des heures à ne rien faire dans la maison vidée dès le matin, dans leur cuisine avec vue sur les montagnes dont je ne lassais pas. Seule, comme aujourd'hui, devant la fenêtre du salon, d'où je t'ai cuit. Entre deux phrases, mes yeux se lèvent de la page et mon regard flotte sur le jardin auquel se superpose la vision de ce paysage enneigé. Je revois le va-et-vient des cabines rouges qui glissaient le long du câble sans discontinuer, tandis que des skieurs minuscules descendaient les pentes en zigzag. Derrière eux se trouvaient les montagnes dressées comme des monuments. Certains matins, au réveil, à la place des massifs, ne se trouvait qu'un ciel gris, à croire que je les avais rêvés. Alors j'attendais que les sommets réapparaissent en me préparant des pâtes au beurre et du café, beaucoup de café, le temps que les nuages se dissipent. Je savais que je ne resterais pas indéfiniment.
Pourtant, je n'anticipais pas le retour. Je me disais que le moment viendrait où ce serait évident, aussi évident que de venir ici l'avait été. En attendant, je passais des heures dans le refuge du café. Maintenant que j'y repense, que je revois ma dégaine insensée, mes cheveux courts, le manteau trop grand sur ma silhouette maigre, je devais avoir l'air drôle. As-tu déjà vu des images de moi à cette époque, avec cette coupe à la garçonne? Je comprends à présent pourquoi ma mère a pu écrire « ma chérie », alors qu'elle ne l'avait jamais appelée ainsi. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'écrit. Une mouche tourne en rond depuis un moment. J'ai ouvert la fenêtre, mais elle ne sort pas et répète les mêmes itinéraires frénétiquement. Il n'y a plus de couleurs dans le jardin, seulement des tonalités plus ou moins foncées d'un bleu qui s'obscurcit peu à peu. Je me demande où tu es. Un soir, je suis restée au café plus tard que d'ordinaire. J'écoutais, j'observais, je buvais. À côté de moi, un groupe de jeunes parlait de partir en bivouac. Je les entendais planifier le week-end avec enthousiasme. Quand l'un d'eux m'a apostrophé « Tu veux venir avec nous ?» Je n'avais aucune idée de ce que bivouac voulait dire, mais je n'ai pas osé demander. J'ai dit oui, sans savoir à quoi je m'engageais. Et on a trinqué au bivouac. Nous avions convenu de nous retrouver le surlendemain devant le café pour aller faire des courses ensemble. Ce n'est que lorsque nous avons réparti le matériel dans les coffres que j'ai compris qu'on dormirait dans la montagne. Nous étions 8 ou 9. J'ai oublié la plupart des prénoms. Ensuite, nous avons rejoint en voiture à un bout où se trouvait notre point de départ. On m'avait prêté une combinaison ainsi qu'une paire de raquettes et de bâtons. Ils étaient tous de la région, avaient grandi ensemble. La montagne était leur habitat, leur grand jardin, depuis toujours, leur terrain de jeu. Pour moi, c'était nouveau. J'essayais de suivre leurs mouvements. Je ne voulais pas ralentir le groupe. Je copiais leur marche en regardant le mouvement des corps et des bâtons, la répartition du poids, et je posais mes pas dans les traces des leurs. Nous portions chacun un sac. Le reste du matériel se trouvait sur une luge qu'on tirait à tour de rôle. Il n'y avait pas de piste, pas de chemin tracé, et nous avions un meneur. Nous avancions dans l'ombre d'arbres gigantesques et débouchions brusquement sur de vastes clairières qui servaient d'alpage l'été. Le monde semblait avoir été fraîchement repeint en blanc, et la neige était aussi aveuglante que le soleil en plein été. Je ne pourrais pas te dire combien de kilomètres nous avons fait. Le temps n'existait plus, il n'y avait plus que les sensations de tiraillement, de chaleur, de pente, de bonnet qui gratte. Ça va, s'enquérait l'un ou l'autre. Oui, je répondais essoufflé. Puis nous nous sommes arrêtés pour établir le camp. Il fallait définir l'axe du vent, aplanir, creuser, planter, tendre, isoler. C'était une entreprise méthodique. Les actions devaient être faites dans un ordre précis. J'étais attentive, j'essayais de comprendre et de participer. Quand les tentes ont été installées, nous sommes repartis allégés vers le sommet. Je ne me rappelle plus l'effort, la longueur ou la fatigue, mais je me souviens avoir eu le souffle coupé en découvrant le panorama qui nous attendait à l'arrivée. Du ciel, partout, et des signes à perte de vue. En face de nous, parmi les crêtes et les aiguilles qu'ils savaient tous nommer, se trouvait le Mont Blanc. Cette montagne dont j'avais appris la hauteur à l'école, soudain, elle était là. Son sommet ne semblait pas beaucoup plus haut que les autres, j'aurais cru qu'il se distinguerait, mais non. J'étais un peu déçue. Et puis je l'ai oublié. Peu importaient les noms et les hauteurs. J'ai même trouvé étrange de vouloir regarder individuellement chaque sommet de ce paysage qui offrait au contraire une vue d'ensemble.
J'essaye de me rappeler ce paysage que je ne reverrai probablement jamais. Les nuances de la roche et le détail minutieux des branches de sapin sur le flanc des montagnes opposées. Ce que j'en ai gardé n'est pas une image, mais un sentiment particulier de l'espace et de joie, celle que la beauté apporte et que je ressentirai à nouveau avec ton père quelques mois plus tard, en découvrant à l'arrière de sa moto l'ivresse de la poursuite de l'horizon. Après avoir pris une photo, tous ensemble, sous la croix de fer plantée au sommet, nous sommes redescendus vers notre campement où nous attendait un peu de travail d'installation pour dîner et passer la nuit. Il fallait rapporter du bois sec, ramasser des écorces et trouver du lichen pour le feu. Le soir allait vite venir. Une fois le repas prêt, cuisiné au réchaud, nous avons mangé. Nous formions un petit cercle autour du feu dont la lumière rougissait les joues et les fronts. J'avais la sensation de vivre une expérience primitive, une initiation. Les pupilles brillaient, l'ambiance était joyeuse, je le trouvais beau. J'ai l'impression que je ne me serais pas souvenu d'autant de choses si je t'avais raconté cette histoire de vive voix. Comme si chercher les mots justes et former des phrases permettait de retrouver une netteté enfouie que seule l'écriture peut exhumer. Puis, la nuit est tombée.